Ce mois-ci, je vous propose de parcourir rapidement 4 études parues récemment dans des revues scientifiques de premier plan et abordant la question de la corruption et de la finance. Parmi les 4 questions abordées, j'ai retenu en premier: pour échapper à la corruption, les entreprises adaptent-elles leur politique financière? 2. Quel est le lien entre culture d'entreprise et corruption? 3. Les entreprises qui prétendent ne pas céder à la corruption, le font-elles réellement? Et 4. Dans les pays à forte corruption, les entreprises dirigées par des cadres plus corrompus affichent-elles de meilleures performances financières? Le niveau de corruption ambiant dans un État devrait affecter l'intensité des pressions que subissent les dirigeants des entreprises qui s'y situent. En réaction, ces derniers adaptent-ils leur politique financière? Smith s'interroge dans un article publié dans le Journal of Financial Economics sur l'hypothèse suivante. Ces entreprises ont-elles intérêt à détenir moins de trésorerie et à s'endetter plus pour esquiver plus facilement les pressions corruptrices? Pour tester ces hypothèses, cet auteur exploite un échantillon de 14 307 entreprises américaines entre 1980 et 2009. Les données concernant le niveau de corruption proviennent du US Department of Justice Public Integrity Section et sont détaillées suivant 94 US Court Districts. Les données financières et comptables proviennent pour le reste essentiellement des bases WorldScope et Capital IQ. Pour des raisons de disponibilité, seules 480 firmes ont été retenues. 2 types de mesures de niveau de la corruption dans la zone géographique où se situe le siège social de l'entreprise sont ici utilisés. La première est un indicateur construit autour du nombre de condamnations répertoriées dans l'année pour la zone considérée. Ce nombre est rapporté à la population concernée et est exprimé en un ratio pour 100 000 habitants. Le deuxième type de mesure exploite des sondages qui portent sur la qualité du système de contrôle et la perception de la corruption. La référence est faite ici à l'étude de Boylan et Long, parue en 2003. La politique financière est abordée ici à travers les choix en matière de trésorerie et d'endettement. Dans le premier cas, la mesure d'intérêt est le logarithme du ratio cash et équivalent sur actif net de trésorerie. Dans le deuxième cas, il s'agit du levier comptable ou encore du ratio dette à long terme plus dette à court terme divisé par actifs totaux. Le modèle de base utilisé est un modèle de régression où la variable de dépendante est soit la mesure de détention de trésorerie, soit celle d'endettement, et la variable indépendante est la variable de corruption. Un vecteur de variables de contrôle, grand X, est introduit, taille, ratio book to market, levier, concentration du secteur par exemple. Des effets fixes par secteur et année sont également pris en compte. Par ailleurs, plusieurs études complémentaires sont ici développées. Interaction avec la concentration des opérations dans l'état du siège social, mesures alternatives de la corruption, études de pairs semblables dans des états à faible et forte corruption. À l'aide de ces estimations, Smith met en évidence une association négative entre le niveau de corruption sanctionné dans l'état considéré et la trésorerie détenue par les entreprises. De même, il met en exergue une association positive entre ce niveau de corruption sanctionné et le niveau d'endettement. L'utilisation de données de sondage pour mesurer la corruption donne des résultats du même ordre. Les résultats sont robustes lorsque des contrôles supplémentaires sont introduits dans la régression. Au total, les résultats fournis sont en accord avec la thèse selon laquelle les entreprises se protègent ainsi contre les comportements prédateurs de certains politiciens. En diminuant leur trésorerie et en augmentant leur endettement, elles limitent leur free cash flow et augmentent la volatilité de leurs résultats. Elles apparaissent ainsi plus fragiles et plus délicates à solliciter.